Exclusif. Qui portera le manteau de la trahison à l'élection présidentielle de 2025? Comme toujours dans les couloirs sombres de la politique ivoirienne, les acteurs se préparent à jouer leur rôle dans la grande mascarade électorale orchestrée par Alassane Ouattara. Le scénario est déjà écrit. Une élection présidentielle en 2025 où le candidat du RHDP, quel qu'il soit, sera couronné. Et comme pour les épisodes précédents, Alassane Ouattara n'a pas besoin de vrais adversaires, seulement des figurants bien choisis pour légitimer sa victoire ou celle de son camp. La révision de la liste électorale devait avoir lieu le 30 septembre, mais vu le timing, ce sera impossible. Quelle sera alors la nouvelle date? La nouvelle date, bon, je ne me permettrai pas de la donner parce qu'elle découle du décret qui va fixer la période de l'établissement, de la révision de la liste électorale. Mais elle va, je crois, elle va commencer mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Alors voilà. La révision de cette liste électorale ne dure qu'un mois, trop court pour l'opposition. Que répondez-vous à cela? Commençons déjà. Commençons déjà. Oui, commençons déjà. Si bien entendu il y a un engouement, on pourra proroger. Parce que l'objectif, c'est justement de capter le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne... Elle est censée avoir lieu chaque année. Elle oui, chaque année. Oui, mais... Elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment se fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions des... Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui. Pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement on n'a pas fait la révision de la liste électorale. Il faut le préciser. Voilà, depuis que nous sommes là, nous faisons la révision de la liste électorale chaque année. Autant que faire se peut. Mais sauf que c'est qu'il faut... Pas chaque année, mais voilà, vous faites au mieux. On fait au mieux. En 2020, un certain Kwadjo Konan-Bertin, alias Kakabe, avait déjà endossé le rôle de Judas Iscariote, celui qui n'hésita point à trahir Jésus dont il était le disciple, pour 30 deniers. Le même Judas Kakabe, qui autrefois se présentait comme l'opposant farouche au régime et filleul dévoué d'Henri Konan Bédié, dont il se disait le disciple, avait accepté de concourir face au despote ivoirien en échange d'un strapontin ministériel, offrant une façade démocratique à une élection déjà gagnée d'avance. Pendant ce temps, les véritables figures de l'opposition, les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, avaient été écartés, emprisonnés ou exilés. Cette situation n'a pas changé. Dans la perspective de 2025, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont toujours exclus. Mais pour 2025, la question est désormais de savoir qui sera le prochain à jouer ce rôle de Judas Iscariote, qui, dans la sphère politique ivoirienne, acceptera de se soumettre à la volonté d'Alassane Ouattara, de lui servir de faire valoir en participant à une élection où la fraude et la manipulation sont les seuls véritables candidats. Des figures bien connues, prêtes à trahir. Pascal Affi-N'Guessan semble être le premier candidat idéal. En 2020, il s'est déjà présenté en opposant de service, tout en étant fortement critiqué par une grande partie de l'opposition pour avoir trop souvent joué à la carte de la collaboration avec le régime en place. Affi-N'Guessan, comme Kakabe avant lui, semble prêt à sacrifier ses convictions, ou ce qu'il en reste, pour rester dans le jeu politique. Mais en 2025, s'il se présente encore, il ne trompera plus personne. Ses critiques l'accusent déjà de faire partie de la mécanique du RHDP, jouant la comédie de l'opposition sans jamais vraiment s'opposer. À l'heure actuelle, il est manifeste, au regard de tous ces résultats, que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Pendant ce temps, l'opposition politique continue d'errer, victime du trouble de stress post-traumatique que les anciens qui refusent la retraite lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante à l'occasion des élections législatives de mars 2021. Au mépris des risques pris par les uns et les autres lors de la désobéissance civile de 2020. Dans ce contexte d'anomie
d'anémie, brumeux et répulsif, notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. La renaissance est en marche. Elle est perceptible, comme l'a dit le secrétaire général, à travers les résultats encourageants de l'opération Zrama. La grande mobilisation enregistrée lors de la fête de la liberté à Abengourou, le succès de mes tournées à l'intérieur du pays, notamment dans des régions qui avaient été pendant longtemps fortement intoxiquées et prises en otage par nos adversaires, le renforcement de notre politique de communication interne et externe, avec le lancement d'un nouveau site web et la mise en place de plateformes de communication des conseils politiques régionaux, la création de l'hymne du parti, etc. L'émancipation est détachement des misères politiques, éthiques et idéologiques. Ces pathologies qui gangrènent certaines formations politiques de l'opposition et qui bloquent toute dynamique de progrès. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cependant, ces dernières postures, où il campe le personnage d'opposant résolu au RHDP, adepte d'un rapprochement avec Laurent Gbagbo et le PPACI, semblent indiquer un désamour entre son ancien partenaire et lui. Et ce revirement pourrait s'expliquer par le fait que Juda n'a pas perçu les deniers qu'on lui avait promis. En effet, Afi N'Guessan était censé obtenir le statut de chef de file de l'opposition parlementaire, CFOP, spécialement décidé en Conseil des ministres pour lui. Non seulement il y était favorable, mais il exigeait que ce statut institutionnel qui octroyait au CFOP le rang de ministre d'État et les avantages attachés à ce statut soit plutôt élevé au rang de président d'institution. Le gouvernement n'a pas accepté cette revendication et le projet de CFOP est resté lettre morte. Lorsqu'est survenu le remaniement ministériel de 2023, qui a acté le limogeage de Patrick Achi, des tractations ont eu lieu pour que le parti d'Afi N'Guessan entre au gouvernement et qu'Afi N'Guessan lui-même occupe un ministère d'État. Les négociations n'ont pas abouti et ce dernier n'est pas entré au gouvernement. Aux dernières élections générales de septembre 2023, le RHDP devait soutenir Afi N'Guessan pour qu'il remporte le fauteuil de président du conseil régional du Mourounou. Le soutien du RHDP a été très timide, pour ne pas dire plus, et Afi N'Guessan a été largement battu par Véronique Aka du PDCI, qui a obtenu 63% des voix. À 71 ans révolus, la vie politique d'Afi N'Guessan semble tirer vers la fin. Il décide alors de mettre fin à son attelage avec le RHDP, qui ne lui a en rien été profitable, et veut maintenant se rapprocher de l'opposition. Et si Tidiane Thiam était le nouveau Kakabe? Tidiane Thiam est l'autre nom qui circule dans les coulisses. Personnage énigmatique, aux contours flous et insaisissables, il s'est longtemps tenu volontairement absent de la scène politique locale, se désintéressant de la vie et des tracas de ses « compatriotes ». Thiam a le profil parfait de celui qui peut être utilisé pour donner l'apparence d'une compétition réelle. Ancien ministre, financier international, nationalité multiple, il a le profil nécessaire pour jouer ce rôle. Mais quid de ses réelles intentions politiques? Se prêtera-t-il à ce jeu pour satisfaire les ambitions de ceux qui veulent lui faire endosser ce costume? Il l'a toujours dit, il est le chouchou d'Emmanuel Macron, qui a voulu en faire son ministre de l'économie. Très vite, mais je vous remercie, je suis vraiment content de pouvoir au moins clarifier une chose. Je l'ai dit à la télévision suisse ce week-end, on a beaucoup parlé du fait que je suis allé chez McKinsey en sortant d'école, mais les gens qui m'ont embauché chez McKinsey étaient des Français. Ça, je tiens vraiment beaucoup à le dire. Il y en a un dans la salle. Parce qu'il y a une confusion totale. Ce n'étaient pas des Américains, c'était bien des Français, bien français, nés en France, formés en France. Donc,
Donc mon propos n'a jamais été un propos contre la France ou contre les Français. Je dois toute ma vie, ma carrière, ma formation au génie français. À défaut d'avoir pu concrétiser cette volonté, le chef de l'État français lui aurait promis de le porter jusqu'au tabouret présidentiel ivoirien. Tidiane Thiam est accroché à cette promesse. Sauf que voilà, il y a un os, Alassane Ouattara et son intention de briguer un 4e mandat. Emmanuel Macron connaît l'importance d'Alassane Ouattara dans sa stratégie de mettre l'Afrique de l'Ouest sous coupe réglée. Il lui est reconnaissant pour son allégeance à la France et à la France-Afrique et n'a pas envie de se brouiller avec cet allié si fidèle. Il aime Thiam, mais dans la circonstance actuelle, dans laquelle se retrouve l'Afrique de l'Ouest avec la poussée russe au Sahel, il préfère le dictateur des lagunes. Il pourrait donc demander à Thiam d'éviter une confrontation avec Alassane Ouattara et d'opter pour une collaboration en attendant son heure. Celle-ci pourrait advenir après le 4e et dernier mandat d'Alassane Ouattara ou si ce dernier se retire précocement de la course à la présidentielle. Tidiane Thiam ne croit pas à la lutte pour accéder au pouvoir. Il préfère miser sur les réseaux et les soutiens des lobbies financiers internationaux. Si l'intérêt des géants de la finance est que le tyran Ouattara fasse un 4e mandat, Thiam se pliera à leurs désirs et au besoin, viendra faire de la figuration pour éviter de se couper des bases du PDCI qui ne comprendrait pas qu'il se retire de la course à la présidentielle au profit d'Alassane Ouattara. Le despote ivoirien, lui, sait que pour maintenir son régime, il doit à tout prix éviter une élection à 2 tours ou un face-à-face avec des candidats comme Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro. En éliminant ses opposants naturels de la course, il s'assure déjà un boulevard pour 2025. Mais pour que cette victoire ait l'air légitime, il lui faudra encore quelques pantins bien placés pour compléter le tableau. Et Tidiane Thiam pourrait bien être ce pantin, comme le fut Kakabe en 2020. Les vrais opposants sont déjà hors jeu. Alors, à qui reviendra la tâche ingrate de jouer les figurants dans cette élection truquée? Comme en 2020, il est fort probable que certains acteurs politiques, motivés par des promesses secrètes ou des ambitions personnelles, se prêteront volontiers à cette mascarade. Peut-être que d'autres visages émergeront, prêts à vendre leur crédibilité pour un peu de pouvoir. Peut-être que, comme Kakabe avant eux, ils seront ceux qui offriront à Alassane Ouattara la victoire sur un plateau d'argent, tout en sacrifiant les espoirs d'un véritable changement. Particulièrement, vous préférez la France ou la Russie? Je préfère la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Vous savez que la Côte d'Ivoire ne peut pas, comme vous l'avez signifié, travailler ou fonctionner, acheter, vendre, sans prendre en compte les grandes puissances occidentales ou, on va dire, de l'Europe, de l'Asie. Est-ce que entre la France et la Russie, vous avez une préférence? Je n'ai pas de préférence à avoir entre la France et la Russie. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime l'Afrique. Mais je pense qu'il faut qu'on évite d'être des sacs au dos, qu'on évite d'être un fardeau pour le reste du monde. Parce que le parapluie, il devient juste un fardeau après que la pluie ait cessé. C'est le temps qu'il pleut là. Le gars, il ne voit même pas que le parapluie est loin. Dès que la pluie cesse, le parapluie là devient un fardeau. Les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, quant à eux, ne feront pas partie du spectacle. Le premier, malgré un retour triomphal en Côte d'Ivoire après son acquittement par la CPI, est empêtré dans des restrictions judiciaires qui l'empêchent de se présenter aux élections. En lieu et place de l'amnistie promise, il n'a obtenu qu'une grâce présidentielle qui conserve intacte sa condamnation judiciaire et donc son inéligibilité. Quant au président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, ancien allié du despote Ouattara devenu son ennemi le plus acharné, il a été condamné à perpétuité et est maintenu en exil. Cette condamnation l'exclut d'emblée de la compétition. Tidiane Thiam et consorts misent sur ces 2 exclusions pour se présenter comme recours providentiel en calculant que les bases électorales de ces 2 leaders n'auront d'autre choix que de voter pour eux. Quelle erreur de Gawa! C'est particulièrement vrai pour la France. Depuis Londres, quel regard portez-vous sur notre pays? Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant, donc je suis très prudent dans mes commentaires. Parce que les choses bougent beaucoup et très vite. Donc, c'est un pays qui est vu comme notre pays, est vu comme un pays qui a de grandes potentialités, mais qui effectivement a du mal à faire certains ajustements.
Ce qui est certain, c'est que les Ivoiriens ne sont plus dupes. Il se ment à lui-même. Les Ivoiriens sont au courant de lui et de ses penchants bioutiques. Pour ne pas que YouTube me bannisse, je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Les Judas Iscariotes de 2025 ne feront que renforcer la mainmise d'un régime qui s'accroche au pouvoir par la force des armes et la manipulation des institutions. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.